WhatsApp Che novità in Europa, Radio 9 l'Europe. WhatsApp Europe. C'est un processus entamé il y a 4 ans et demi et qui devrait désormais, sauf surprise, prendre fin dans un peu plus de 3 mois. Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni sera réellement et officiellement considéré comme un pays tiers par rapport à l'Union européenne. Il en sera alors fini de cette période de transition et de ce temps où le Royaume-Uni, même non membre de l'UE, est encore soumis à ces règles. Mais alors de quel type de pays tiers parlerons-nous dans quelques temps? S'agira-t-il d'une relation comparable à celle d'un pays de l'autre bout du monde ou d'une relation faite de proximité à l'image de la réalité géographique qui est celle du Royaume-Uni et de l'Union européenne? Ce sont ces 3 prochains mois donc précisément qui permettront de répondre à toutes ces interrogations. En attendant, les doutes, les coups de bluff et aussi les coups de pression perdurent entre les deux parties. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de WhatsApp Europe, l'émission de Café Babel enregistrée depuis le Parlement européen de Bruxelles. Et désormais, c'est la nouveauté de cette saison, aussi diffusée sur les ondes de Radio Sensation. Pour parler de cette histoire sans fin et si particulière entre l'UE et le Royaume-Uni, nous avons fait appel à un député européen expert du sujet, Christophe Hansen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes luxembourgeois, membre du PPE, le Parti populaire européen, la droite européenne, et membre aussi ici du groupe de coordination sur le Royaume-Uni. Vous connaissez donc bien le sujet. Dites-nous, Christophe Hansen, pour débuter cette discussion et pour aborder ce sujet qui est finalement très complexe, difficile à comprendre pour ceux probablement qui nous regardent et qui nous écoutent, oui ou non, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'on va trouver un accord d'ici le 31 décembre prochain entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Je suis optimiste et je pense qu'il faut l'être, surtout avec les coups de théâtre que vous avez mentionnés qui se passent actuellement dans les négociations. C'est pas encore gagné, ça c'est clair, parce qu'effectivement, on devrait déjà être beaucoup plus loin. Pour le Parlement européen, c'est clair que si on doit, parce que le Parlement doit encore ratifier l'accord, il faut voir à quelle étendue cet accord aura, doit encore le ratifier. C'est pour ça que nous, on aura besoin des textes au plus tard, en fin octobre, pour encore pouvoir le passer avant le 31 décembre ici. Oui, parce qu'on dit 3 mois, mais en réalité, le temps que vous ratifiez, vous, au Parlement européen, et puis aussi que la Chambre des communes ratifie l'éventuel accord qui sera l'accord ou les accords qui seront trouvés, il faut aller vite. C'est quoi la deadline selon vous? C'est quoi, mi-octobre, fin octobre maximum? Pour nous, fin octobre, c'est la dernière date. Sinon, effectivement, avec toutes les traductions qu'on devra encore faire, parce qu'on est 27 États membres qui demeurent dans l'Union européenne, pas tout le monde parle l'anglais ou le français, donc évidemment, on va encore devoir traduire les textes. Ça prendra un certain temps. C'est pour ça que nous, on aura besoin de vraiment aussi lire les textes en profondeur, parce qu'on ne va pas donner notre feu vert à quelque chose qu'on n'aura pas lu. Maintenant, on parle beaucoup de cet accord de retrait qui a déjà été signé par les deux côtés, où les Britanniques avaient voté en faveur et maintenant ils veulent revenir dessus. Donc moi je me demande, est-ce qu'eux ils avaient vraiment lu ce qu'ils avaient voté en janvier, parce que maintenant ils veulent revenir dessus. Je ne comprends pas exactement pourquoi ils veulent maintenant revenir sur quelque chose qu'ils ont déjà signé. Ils l'ont peut-être pas lu. Effectivement, avant de revenir sur l'accord de retrait, on sait que le Brexit a été plusieurs fois repoussé. Là, c'est impossible de repousser cette date du 31 décembre 2020. Il y aura une séparation des deux parties. Quoi qu'il arrive, impossible de reculer cette date. Moi, j'aurais été en faveur de repousser cette date pour prolonger la phase de transition dans laquelle on se trouve actuellement. Cette phase de transition est évidemment quelque chose où le Royaume-Uni doit encore se tenir aux règles européennes qu'elle a conçues elle-même aussi, parce qu'elle était toujours à la table. On aurait eu besoin de plus de temps pour vraiment négocier en profondeur ceci, mais la deadline pour justement dire on veut une prolongation, ça aurait été en juin. Les Britanniques ne l'ont pas fait et du coup cette date du 31 décembre sera fixe. Oui, parce que le Brexit, du coup, est effectif depuis la fin janvier. Nous sommes, du coup, depuis ce temps-là, dans une phase de transition. Il est important de recontextualiser, qui court, du coup, jusqu'au 31 décembre. Donc, cette phase de transition va durer seulement 11 mois. Concrètement, si on ne trouve pas d'accord entre Britanniques et Européens d'ici le 31 décembre, on se dirige vers un no deal. Qu'est-ce que ça veut dire pour peut-être les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent? Qu'est-ce que ça signifiera, un no deal, dans la vie d'un Européen et puis aussi peut-être d'un Britannique? Est-ce que si je veux voyager le 15 janvier 2021 en Grande-Bretagne, j'aurais besoin de prendre un visa?
Bon, de toute façon, avec un accord ou sans accord, il y aura des obstacles qui n'existent pas actuellement. Ça, il faut être conscient. Et ceux qui disent que ce n'est pas le cas vous mentent ouvertement. Parce qu'il y aura plus d'administration à faire aux frontières. Si on parle par exemple de marchandises, il y aura beaucoup plus de contrôles douaniers qui ne sont pas nécessaires actuellement parce qu'actuellement, la Grande-Bretagne est membre de notre marché intérieur, mais ces démarches-là seront nécessaires. Et là, on peut déjà craindre qu'à nos frontières, que ce soit à Calais ou de l'autre côté à Dover, il y aura beaucoup d'embouteillages parce que les Britanniques eux-mêmes disent que les camions n'auront pas tous les papiers nécessaires. Il n'y aura pas suffisamment d'agents de douane qui vont contrôler ça. Donc, il y aura des embouteillages. Les marchandises vont arriver plus tard. Si quelqu'un commande quelque chose du Royaume-Uni qui sera livré par camion, par exemple, ça va arriver plus tard. Donc, ça, c'est quelques répercussions concrètes. Ça aura évidemment aussi un coût, tout cela. Donc, ça, c'est les petites choses. Pour ce qui en est du visa, pour les séjours à courte durée, en principe, ils n'auront pas besoin. Mais évidemment, si... Vous dites en principe, ça veut dire que ça peut encore bouger si les tensions continuent de monter entre les deux parties, on pourrait arriver à ce point-là. Ça, évidemment, ce sont des menaces qui seront tirées parce qu'il faudrait trouver un accord. Et actuellement, tous les moyens sont bons apparemment pour menacer l'autre côté, ce que je trouve regrettable parce que là, il s'agit, comme vous dites, il s'agit du futur de toute une génération, mais surtout de nos citoyens actuels qui vivent et qui travaillent des deux côtés de la Manche. Ça, il faut vraiment le mettre en avant. Moi, j'ai parfois l'impression que le Royaume-Uni, le gouvernement actuel, met surtout sa survie politique sur l'échiquier et pas vraiment ce qui importe, donc les citoyens et leur vie. À propos des obstacles que vous évoquiez, ces longues peut-être queues de camions qui seront entre la frontière française et anglaise et d'autres problèmes de ce type-là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on a du mal à se faire à cette idée concrètement que même si c'est dans 3 mois, on a du mal à imaginer que ça puisse être le cas de cette manière-là en Europe? Dans les médias français, on en parle finalement assez peu. Pour prendre l'exemple français, je ne sais pas ce qu'il en est du reste de l'Europe, mais est-ce que vous pensez que les Européens ont du mal à imaginer que vraiment les choses vont changer d'ici le 31 décembre, où ils se disent ils vont bien trouver le moyen de s'accorder? Il faut dire qu'on est en train de vivre une crise très profonde économique et sanitaire, évidemment. Donc peut-être les premières préoccupations sont d'autres que les relations avec le Royaume-Uni. Évidemment, ceux qui travaillent des deux côtés de la Manche, et on sait que la place financière de Paris a des liens très intenses avec la place financière de Londres. Donc il y a des gens qui font l'aller-retour tous les jours pour leur travail. Je parle peut-être de la société civile, du citoyen lambda, lui qui peut-être ne comprend pas vraiment ce qui est en jeu. Du fait d'un manque de communication des médias, mais aussi des pouvoirs politiques qui n'abordent pas trop le sujet aujourd'hui? Évidemment, c'est aussi parce qu'ils ne se sont pas conscients des dangers qui existent réellement. Est-ce que ça va dramatiquement changer leur vie? Peut-être pas, mais il y aura, pour ceux qui veulent voyager, qui ont peut-être des amis au Royaume-Uni, leur relation va être au moins perturbée. Maintenant, la façon ou la gravité de cette perturbation, ça dépendra effectivement maintenant du résultat de ces négociations. Et puis des tensions actuelles. Alors on va revenir justement sur ce qui s'est passé début septembre et cette montée vraiment des tensions entre les deux parties. En cause un projet de loi voté par la Chambre des communes sur le marché intérieur du Royaume-Uni qui prévoit, sur la très épineuse question du Nord-Irlandais, de revenir sur l'accord de retrait établi l'an passé. Vous l'évoquiez. Pour résumer, et n'hésitez pas surtout à me reprendre, si je me trompe, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, craint que ce protocole spécial signé sur la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, et qu'il a lui-même négocié et voté, crée de facto une nouvelle frontière entre l'Irlande, l'île d'Irlande et l'île de Grande-Bretagne, et menace à terme l'unité du Royaume-Uni. Les Européens disent que c'est entre guillemets n'importe quoi, puisque lui-même a signé cet accord, que son Parlement l'a signé. On a l'impression, en fait, dans cette affaire qui est très difficile à cerner, qu'on revient en arrière. On parle là de l'accord de retrait, on ne parle même pas des accords pour négocier une nouvelle relation. Ça veut dire qu'on perd encore du temps. C'est effectivement, je suis complètement avec vous, c'est une perte de temps inutile parce que justement cette problématique de la frontière entre l'Irlande du Nord et le reste de l'île était réglée dans cet accord de retrait, c'est-à-dire il y aurait un comité conjoint
où il y a des représentants et de l'Union européenne et du Royaume-Uni pour justement discuter, par exemple, quelles marchandises qui vont être livrées de la Grande-Bretagne, donc de l'île d'Angleterre, disons pour faciliter, vers l'Irlande du Nord, pourront ensuite transiter vers le marché intérieur, donc le reste des deals. Et ça, c'est un comité conjoint qui devrait décider de ces marchandises. Maintenant, évidemment, le Royaume-Uni a un peu peur que maintenant, ils ne pourront pas décider eux-mêmes. Mais ça, c'était l'accord. On avait décidé... Il n'aurait pas fallu le signer, c'est ce que vous dites. Il n'aurait pas fallu le signer. S'ils n'étaient pas d'accord. S'ils n'étaient pas d'accord, c'est ça un peu ce que... Et vous les soupçonnez de ne pas avoir lu finalement ou assez travaillé le sujet? C'est peut-être l'impression que vous avez, vous? Je soupçonne qu'effectivement, cette solution négociée, parce qu'avant, on avait le fameux backstop, qui était une autre solution qui était sur la table, que Boris Johnson ne voulait pas. Ceci était l'alternative. Quelle des deux solutions était politiquement plus bénéfique pour lui? Peut-être la première, mais puisqu'il devait se distinguer de sa prédécesseur, Mme May, il voulait renégocier. Ça, c'est l'option B qu'il a renégociée, mais peut-être elle n'est pas aussi idéale que la première l'était. Est-ce que les Européens doivent comprendre aussi les craintes de Boris Johnson, de voir le Royaume peut-être à terme éclater? Ça va peut-être pousser aussi les Écossais à demander leur indépendance, un référendum sur leur indépendance? Ça, c'est les dangers, mais ça, c'est évidemment ça doit être leur préoccupation. Nous, on ne peut pas régler ça pour eux. Évidemment, l'Écosse, comme l'Irlande du Nord, veulent avoir un accès le plus facilement possible au marché intérieur, au reste de l'Union européenne. C'est vital pour leur production également. Donc là, je crains qu'ils auront d'autres batailles qui les attendent dans le futur. Mais bon, évidemment, ça, ce n'est pas à court terme notre préoccupation principale. On va justement sur cette question nord-irlandaise écouter la question d'Hélène, une jeune luxembourgeoise comme vous qui s'est rendue en Irlande du Nord en janvier dernier. Elle a une question à vous poser, écoutez. Bonjour. Alors en janvier 2020, nous sommes partis avec une collègue enregistrer un podcast en Irlande du Nord. Et à Belfast, nous avons rencontré Anna, qui, au moment du référendum pour le Brexit, était allée faire un reportage photo sur les populations qui vivent à la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Ce qu'elle avait ressenti, c'est que ces personnes avaient eu le sentiment de ne pas avoir suffisamment leur mot à dire dans une décision qui allait fortement les impacter. Ma question est donc, comment est-ce que les négociateurs, aussi bien du côté du UK que de l'UE, parviennent ou non à prendre en compte les inquiétudes de ces populations? Merci. Qu'est-ce que vous répondez, Christophe Hansen, à Hélène qui interroge peut-être sur le manque de mise en relation avec la société civile sur ces questions très complexes? C'est une affaire politique, on le comprend, aussi du monde économique. Et on se demande finalement, les citoyens, les premiers impactés, où sont-ils? Est-ce qu'on écoute leur avis? Qu'est-ce que vous répondez à Hélène? Premièrement, effectivement, le processus de la paix en Irlande du Nord, c'est quelque chose d'assez récent. Il faut le ressouligner. Oui, 1998. 98, mais il faut aussi dire que c'est quand même une potentielle poudrière. Là. Donc, c'est vrai, ça, c'est concret, il y a un risque d'un retour d'un conflit. Si on va refermer des frontières, les conflits ne manqueront pas. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant qu'Union européenne, et ça, c'est aussi notre engagement envers le reste, l'Irlande, que nous, on va défendre vraiment bec et ongle ce processus de la paix qui est justement réglé par cet accord de retrait. Maintenant, il faut être très clair, c'est les Britanniques qui mettent en péril cet accord de paix. Pour des raisons purement politiques, mais ils veulent effectivement maintenant faire un blame game, ils veulent un peu mettre la culpabilité de l'autre côté, mais c'est les Britanniques qui décident d'éventuellement rompre cet accord de retrait, donc cette solution à l'amiable pour ne pas avoir des frontières en Irlande du Nord. Oui, et puis on reprécise le contexte pour l'île de l'Irlande. Vous avez l'Irlande qui, elle, restera dans l'Union européenne, qui est encore dans l'Union européenne, et puis l'Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni, qui, elle, n'en sera plus. Donc, il y aura une frontière sur l'île, d'où le problème, évidemment. Sur cette question de la frontière, justement, irlandaise, si ça, ce n'est pas réglé, est-ce qu'on peut quand même avancer sur, justement, les accords de la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, ou alors, finalement, ça fiche tout aujourd'hui et ça bloque tout? Nous, de notre côté, et la Commission européenne et le Parlement européen ont été très clairs. L'accord de retrait, c'est la condition pour continuer à négocier. Il reste peu de temps. On peut évidemment maintenant négocier sur les points techniques, mais si jamais cette loi ne sera pas retirée avant la fin de l'année, avant le vote de ce Parlement européen, le Parlement européen ne va pas voter pour un accord.
Ça, c'est clair. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça, on l'a fait très, très clair parce que la paix en Irlande du Nord, ça, c'est essentiel. C'est la condition sine qua non absolue. C'est la condition, la protection et en même temps, c'est la protection de notre marché intérieur. Ça, c'est très, très clair. Ce n'est pas quelque chose qu'on va donner entièrement aux mains des Britanniques. Ça, là, on veut co-décider avec eux et ça, c'est, je pense, plus qu'équitable, cette situation-là. Il y aura évidemment, ils seront en infraction au droit international, il faut le souligner. Il semble presque l'assumer parfois, alors que c'est le pays de l'état de droit, historiquement. Margaret Thatcher a toujours dit le Royaume-Uni ne va pas rompre des traités. S'ils vont le faire, évidemment, ça va rompre avec toute une tradition, avec aussi une vision du pragmatisme que moi j'avais des Britanniques. J'espère que c'est uniquement une tactique dans la négociation. Oui, j'allais vous demander, est-ce que vous pensez, un coup de bluff de Boris Johnson pour justement faire bouger les lignes, faire bouger les Européens sur d'autres points, ou alors vous l'estimez très sérieux sur le sujet? Je l'estime qu'il a certains, disons, exemples dans la politique des États-Unis, Monsieur Trump ou peut-être aussi encore Nixon, qui était toujours connu comme le madman, qui avait cette théorie du madman qui vraiment sort les bombes atomiques. Et ce que Johnson est en train de faire, c'est une bombe atomique, effectivement, qui pourrait faire éclater cet accord de paix, mais qui pouvait aussi faire éclater toute possibilité pour un accord. Donc là, il met toutes ces cartes et tous ces jokers sur la table. C'est une menace, très clairement. Moi, je regrette parce que si on veut, avec des menaces autour d'une table de négociation, on ne va pas aller très loin. Il reste qu'un mois presque pour désamorcer cette bombe atomique, comme vous le dites. On en oublierait presque du coup les autres points qui achoppent entre les deux parties, l'accès au marché européen, l'établissement d'un mécanisme d'ajustement pour les règles en matière sociale, environnementale et aide d'État, ou encore l'accès aux eaux britanniques pour les pêcheurs du continent notamment, et vice-versa. Sur cette question précisément de la pêche, Quentin de la rédaction de Café Babel a un avis et vous pose également une question. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Quentin de Café Babel. Quand on lit la presse britannique, on a l'impression que l'Union européenne veut le beurre, l'argent du beurre et même parfois le sourire de la crémière pour les pêcheurs européens dans les eaux britanniques après le Brexit. Qu'en est-il vraiment ? Alors là, Quentin, Christophe Hansen reprend le point de vue de la presse britannique qui accuse finalement les Européens d'avoir accès de la même manière aux eaux britanniques, qui voudraient garder les mêmes quotas et finalement rien ne change, comme s'ils avaient oublié que le Brexit avait été entériné. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Sachant, on peut peut-être le préciser, la pêche, c'est 1,5% du PIB de l'Union européenne. C'est beaucoup moins encore pour le PIB de la Grande-Bretagne. Pourtant, on sent aussi que cette question-là est très sensible des deux côtés. Évidemment, la pêche, et on connaît les pêcheurs quand ils sont mécontents, ça manifeste et avec raison. Donc, vous parlez là du montant que ça fait en chiffre d'affaires. Disons, les chiffres d'affaires, c'est environ 4 milliards d'euros qui sont négociés et pêchés dans les eaux européennes en général. Il faut savoir qu'actuellement, l'Union européenne pêche environ de cette valeur, de ces 4 milliards, 650 millions dans les eaux britanniques. Les Britanniques pêchent également 150 millions dans les eaux de l'Union européenne. Donc, tout le monde a intérêt à avoir accès aux eaux des uns des autres. D'avoir un règlement à l'amiable. Premièrement, ça, c'est les quantités. Deuxièmement, il faut aussi voir où est-ce que, parce qu'un navire ou un bateau de pêche ne va pas forcément, s'il est britannique, il ne va pas forcément faire sa décharge au Royaume-Uni. Il va décharger son poisson là, le plus proche de des consommateurs, évidemment, parce que le poisson, c'est une denrée quand même assez fragile. Donc, ils ne vont pas forcément dans les ports britanniques pour décharger. Donc, il faudrait l'accès. Il faut aussi savoir qu'en Angleterre du Sud, pour entrer dans les ports de l'Angleterre du Sud, il faut passer par exemple par les eaux françaises. Donc même les Britanniques ont aussi un intérêt à avoir une solution parce qu'ils seront embêtés. Ce que vous voulez dire, ce n'est pas les méchants européens, les gentils britanniques ou inversement, c'est beaucoup plus complexe. Évidemment, je comprends que peut-être d'un point de vue économique, le Royaume-Uni veut pêcher plus, veut vendre plus. En même temps, il faudra les vendre aussi ces poissons après. Exactement. Et que le marché européen est peut-être plus intéressant. C'est pour ça que nous, on dit aussi la pêche ne va pas être dissociable d'un accord commercial parce que, évidemment, la vente de pêche, c'est du commerce. De la pêche, c'est du commerce. Donc, il faut qu'on ait les deux ensemble. Les Britanniques veulent séparer les choses, mais nous, on veut que ce soit un accord. Et également, il faut aussi être conscient
que beaucoup des entreprises qui pêchent ou qui sont basées en Angleterre, ce n'est pas forcément des entreprises britanniques, c'est des multinationales qui ont racheté les flottes dans les années 90 lorsqu'il y avait la crise du cabillaud. Et donc, la chose est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le croire. Une dernière question avant de se quitter, un peu provocatrice, Christophe Hansen, mais quand on voit la volonté peut-être des Européens de rester sur une forme de statu quo par rapport à la pêche et aussi demander aux Britanniques de s'aligner sur les normes environnementales, sociétales des Européens, on se demande presque à quoi bon faire le Brexit du coup pour les Britanniques parfois, s'ils doivent toujours s'aligner sur les normes européennes. C'est une question un peu provocatrice, évidemment, mais il y a des Britanniques qui pensent ça aussi, qui se disent si on ne fait pas un Brexit dur, pourquoi on fait un Brexit ? Évidemment, pour la pêche, le status quo que l'Union européenne a demandé, c'est la position maximaliste. Et évidemment, l'Union européenne va devoir faire certaines conditions, mais ça doit être donnant-donnant. C'est une façon de négocier, selon vous ? De démarrer les négociations, mais évidemment, il va falloir trouver un compromis qui ne sera pas le status quo. Ça, il faut être très clair. Ensuite, évidemment, il faut aussi considérer le commerce qui va dans les deux sens. Nos exportations de l'Union européenne vers le Royaume-Uni, ça fait environ 8% des exportations. Par contre, le Royaume-Uni, ce qu'ils exportent vers l'Union européenne fait 48% de leurs exportations. Donc, et ils font 53% aussi de leurs importations depuis le continent européen. Exactement. Et donc, ils ont beaucoup plus à perdre que l'Union européenne, premièrement. Deuxièmement, ça aussi, c'est un coup de pression, j'imagine, des Européens, peut-être, de sortir cet argument-là. Oui, mais le Royaume-Uni a les mêmes soucis quand il négocie avec les États-Unis, parce que donc, il y a des rapports de force. C'est le jeu politique, selon vous. Deuxièmement, toute cette production qu'ils veulent vendre dans notre marché intérieur, on a des règles européennes, des standards environnementaux, des standards sociaux, etc. Est-ce que vous voulez qu'il y ait de la concurrence déloyale? Est-ce que si nos travailleurs ont des règles à respecter, si nos entreprises ont des standards environnementaux, des standards de santé, on ne veut quand même pas qu'il y ait un produit qui est en dessous de ces standards qui rentre sur le marché? Ce serait de la concurrence déloyale, ça détruirait nos entreprises, ça mettrait en péril notre production agricole, etc., etc. Ça, évidemment, ce n'est pas acceptable. Donc, s'ils veulent vendre, ils doivent vendre à nos conditions, à nos consommateurs, parce qu'on veut quand même, on doit protéger nos consommateurs. Ça, c'est très important. Donc, le cherry picking, comme vous dites, ou le beurre, l'argent du beurre, comme votre collègue l'a dit, effectivement, je pense plutôt que c'est les Britanniques ils veulent sortir, mais ils veulent garder tous les privilèges qu'ils avaient avant. Évidemment, il y a quelque chose à gagner. D'être membre, ça ne peut pas être plus bénéfique d'être en dehors qu'à l'intérieur. Et ça, à mon avis, ils n'ont pas encore entièrement compris et il bien leur communiqué. reste du coup presque un mois seulement pour bien le comprendre avant d'arriver à la fin de ces négociations. Merci Christophe Hansen d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes luxembourgeois, membre du Parti populaire européen au Parlement européen. Cette émission est à retrouver sur le site Café Babel et de Radio Sensation, aussi notre nouveau partenaire, et sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite au Parlement pour un nouveau numéro de WhatsApp Europe. À très vite.